Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez enseigné les lettres classiques avant de devenir une femme de lettres dont les romans sont déjà considérés comme des classiques. Vous racontez cette expérience dans un livre avec l'espoir que beaucoup d'autres et un jour voient au chapitre. Bonjour Irène Frein. Bonjour Jacques Pessis. Alors votre nouveau livre, c'est Écrire est un roman aux éditions du Seuil. On va en parler puisque les romans et l'écriture, c'est votre péché mignon, si j'ose dire. C'est toute ma vie. Exactement. C'est la clé de ma vie. Voilà. Alors justement, des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie. Oui. On va les évoquer avant d'arriver à ce livre. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 14 septembre 1972, votre première rentrée scolaire à Lagny-sur-Marne comme professeur. Vous êtes très informé, oui. Je débarque. J'ai déjà enseigné, j'ai fait des stages, mais je suis confrontée directement à la banlieue parisienne qui était déjà rock'n'roll, dirons-nous. Ah bon ? Ah oui, il y avait déjà de la drogue, c'était une banlieue rouge, et j'avais 22 ans, et le professeur m'accueille quand il me voit en me disant « Mademoiselle, ici c'est la salle des profs, les élèves c'est là-bas ». Elle m'avait pris pour une élève, et puis mes élèves, pour certains, ont jusqu'à 30 moins que moi. J'ai 22 ans, ils ont 18. Oui. Ou bien 16 ou 17. Oui. Donc, comme j'ai l'air en effet tout à fait d'une gamine, il faut que je m'impose. Alors, les 3 premières semaines, je me revois là, passer sur le pont de Joinville en me disant pour rejoindre le RER, je pense que je vais me jeter dans la Marne, quoi. C'est hyper dur d'être prof. Et puis, la 4e semaine, voilà, l'étincelle arrive, il se passe quelque chose à la classe et ça marche. Et la 5e semaine, ou la 6e semaine, première inspection générale. Et l'inspecteur général, je me souviens, l'inspecteur Chevalier, me trouve bonne et me dit ce que vous faites, madame, est épatant, pas nécessairement dans les normes, mais est-ce que vous pourriez accepter de former d'autres professeurs ? Donc, je suis devenue, à 23 ans, quelques mois après, j'ai commencé à former des professeurs. Qu'est-ce que vous aviez de particulier pour que justement ça marche ? Le goût de la transmission que j'avais hérité de mon père, et l'idée que le savoir est quelque chose qui se transmet avec des étincelles pétillantes dans la façon de faire. C'est-à-dire jamais de mépris, de jamais se comporter en sachant, se mettre à la place de l'autre en empathie. Comme les bons médecins, et je crois que les jeunes ont besoin qu'on soit vraiment en empathie. Ça veut pas dire qu'on les comprend, au sens comprendre, tout accepter. Laurent Fignon, que j'ai eu comme élève quelques années plus tard, avait raconté un jour que j'avais été sa prof, alors dans une autre banlieue, à Lagny-sur-Marne, et Jacques Martin, qui le questionnait, lui avait demandé « Elle était comment, Irène Frein ?» Et il a répondu sévère mais juste. Et moi, j'ai pris pour un grand compliment. C'était aussi ce qu'on disait de mon père, ce qu'il n'avait pas dit, parce que je lui avais fichu 2 heures de colle une fois pour mâchage de chewing-gum intempestif. Ce qu'il n'avait pas dit, c'est que on s'amusait quand même. Moi, je pratiquais le gai savoir, c'est-à-dire, je suis de ceux qui considèrent que la rigueur se pratique avec gaieté et la gaieté avec rigueur. Donc les élèves vous respectaient, Irène Frein. Oui, j'étais respectée, mais en même temps, il y avait de l'affection réciproque. Simplement, il y avait des bornes ni l'un ni moi-même. Parce que le professeur peut être aussi un vecteur de démagogie. Vous voyez, j'étais pas démagogue. Et je pense que les enfants et les adolescents repèrent quand on veut les brosser dans le sens du poil. Et ils préfèrent qu'on leur donne des repères parce que au moins c'est clair. Et là, il y a un débat, on peut discuter. Et c'est en discutant qu'on apprend les uns les autres à se respecter. Et c'était une année très particulière puisque c'est la première fois depuis Jules Ferry où on va à l'école un jeudi et où le jour de congé est le mercredi. Oui, ça change tout. Oui. Ça a changé beaucoup de choses. Alors finalement, rien ne vous destinait à l'enseignement. Au départ, Irène Frein, vous êtes née en Bretagne et vous étiez dans une famille qui était plus proche du milieu rural que de l'enseignement. Ouais, on va dire les vrais mots, on va pas pratiquer la neuve langue. On était des gens
pauvre, mais digne. On vivait à 7 dans 30 mètres carrés. Je l'ai jamais caché. J'ai jamais renié mes origines. Mais mon père avait le goût des livres, et ma mère aussi. Ma mère lisait beaucoup. Et c'était un milieu, notamment avec ma sœur aînée qui était surdouée, qui était entrée à l'école normale d'institutrice à 14 ans, institutrice à 18 ans. Il y avait l'idée que un gros billet, on pouvait le craquer pour un livre, si vous voulez. Oui. Voilà. Et donc, ma sœur aînée, Denise, avait introduit les livres dans la maison. Et si extravagant que ça puisse paraître, mais c'est la vérité, eh bien, il y avait 2 Pléiades dans la maison. Il y avait un Pléiade de Marcel Proust. Alors, inutile de vous dire que quand j'ai regardé la première page, longtemps, je me suis couchée de bonne heure, puis j'ai continué, j'ai dit, je comprendrai jamais rien, je ne serai jamais comme Denise, qui était institutrice. Mais il y avait quand même une forme de prédestination. Et puis, en Bretagne, ce qui était important quand on était pauvre, c'est d'avoir ce qu'on a. Mais là, les Bretons qui nous écoutent vont comprendre, d'avoir le bar azour. Ça voulait dire le pain assuré, c'est-à-dire la fonction publique, vous voyez. Et le bar azour des bar azour, c'était être prof. Et j'avais ma sœur Denise, institutrice, elle est devenue prof. Et alors moi, le but que je m'assignais, mais c'était un jour peut-être deviendrai-je comme Denise. Voilà. Et il faut savoir que vos parents avaient arrêté les études très jeunes, Oui. donc ils voulaient compenser avec vous en sachant combien les études sont importantes dans la vie, Irène Frein. Oui, je crois que c'était surtout avec Denise, mon aînée, mais pour eux, oui, les études, c'était très très important. Je crois pas qu'ils voulaient compenser, ils voulaient nous donner un passeport pour la vie. Et ma mère pensait justement aussi que pour une femme mariée, c'était important d'avoir un travail si elle était plaquée par son mari ou qu'elle le plaquait. Et donc il y avait une forme de l'indépendance matérielle d'une femme, c'était important. Et puis vous savez, toutes ces femmes avaient vu mourir leur mari. Des maris jeunes. Mes tantes ont perdu leur mari très jeune. Et il a fallu qu'elles travaillent. Donc les 2 tantes que j'avais, elles sont devenues femmes de ménage. Donc pour ma mère, elle se disait, je préférais que mes filles soient institutrices ou profs, quoi. C'était un bagage, comme on disait à l'époque. Et un bagage, et vos professeurs vous ont permis, Irène Frein, d'apprendre le latin et le grec. Oui. Et ça a été très important. Ils sont intervenus pour ça. Parce qu'au départ, ma mère voulait pas en entendre parler. Donc, j'ai été dirigée. Le latin et le grec, c'était surtout quand on faisait le grec après le latin, c'était la filière d'excellence de l'époque. Et aussi, si vous voulez, ensuite, il y a eu une prof de philo qui a dit à mes parents, il faut qu'elle fasse lettres supérieures. Elle avait pas osé dire Hippocagne en se disant que mes parents comprendraient pas. Et mon père a tout de suite tilté. Et je suis allée à Rennes, dans une classe d'Hippocagne, sans même savoir ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est que ça préparait un normal sup. Et bon, ma sœur avait fait normal, moi je faisais normal sup. Je suis allée vraiment en ignorant tout. De tout. Mais j'avais envie de réussir. Oui, et vous avez été la première, en 72, je crois, la plus jeune diplômée dans l'agrégation de lettres classiques. Oui, cette année-là, oui, j'étais la plus jeune. Et donc, oui, ça a fait un peu sensation. Mais j'y croyais tellement pas que j'étais partie comme ça avec celui qui était déjà mon mari sur les routes de Grèce, et j'ai appris ça à Athènes, ça ne s'invente pas. Mais longtemps j'ai fait le complexe de l'imposteur, c'est-à-dire que j'ai fini par trouver Le Monde qui affichait les résultats de la grecque, j'ai vu mon nom. Alors donc c'était vrai, mais là j'avais reçu déjà un télégramme, mais je me suis dit ils se sont trompés. Mais jusqu'au moment de ma rencontre avec le fameux proviseur qui m'avait dit d'aller vers la cour de récré au lieu de la salle des profs, je me suis dit, ils se sont trompés. Je vais recevoir une lettre, on me dit. Vous voyez, et c'était tellement magique. Je n'avais... En fait, j'ai longtemps souffert d'un manque de confiance en moi. Mais en même temps, c'était compensé parce que je voulais survivre. Voilà. J'étais une survivante féroce. Oui, et il y a une matière dans laquelle vous étiez nulle, c'est celle-ci. Le grand M, le Madison par Brady Bridge. Car la danse, le Madison, c'était monstrueux. Monstrueux, oui. Alors, je n'ai jamais su très bien danser.
Oui. Dans ma façon, dans ma cuisine. Oui. Ah oui, le Madison, c'était très compliqué. Hein. C'était nouveau à l'époque, alors qu'on ne Oui. savait pas que ça durerait, parce que Billy Bridge, en fait, il s'appelait Jean-Marc Bridge. Il a fait cette danse sans imaginer que ça marcherait. Il a ensuite devenu Black Swan. Il a été une vedette des années 70, et son Madison est resté, et on a totalement oublié son créateur. Oui, dans les années 60, tout le monde dansait ça. Je suis allée dans un cours de danse gratuit pour apprendre, et vraiment, non, j'étais assez nulle, quoi. Oui, Mais autant qu'en maths. Voilà. Ah oui, mais la littérature, c'est ce qui vous passionnait le plus. C'est-à-dire que j'allais vers ce qui était mon plaisir, et puis je me suis débrouillée pour avoir à peu près la moyenne en physique et en chimie pour avoir mon bac. Voilà. Mais ça rigolait pas à l'époque de bac. Hein. C'était pas. C'est pas le bac d'aujourd'hui. Ça a commencé à pu être le bac d'aujourd'hui, à peu près en 1975. Oui. Je me souviens d'une commission où on nous disait à nous, profs, de donner 2 points plus ici et 2 points plus là pour qu'on arrive au quota. Alors je me suis dit, est-ce que c'est ça vraiment être prof? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire surtout? Parce que j'ai jamais aimé ces marchandages. Je veux bien qu'il y ait l'égalité des chances, j'en ai bénéficié, mais dans certains cas, c'était vraiment très exagéré. Voilà. Et justement, vous avez fait autre chose. On en parle avec une autre date, le 8 mai 1979. À tout de suite sur Sud Radio avec Irène Frein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Irène Frein. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau livre, Écrire est un roman aux éditions du Seuil. Et une date importante dans votre vie, c'est le 8 mai 79. C'est votre première télé comme romancière. Ça s'appelle La Voix au chapitre. Et vous présentez votre premier livre, Quand les Bretons peuplaient les mers, sous le nom d'Irène Frein-Le-Poron. Oui, parce que l'éditeur avait décidé qu'il fallait qu'on sache vraiment que j'étais bretonne. Oui. Et ce qu'il savait pas, c'est que Frein est un nom breton, d'ailleurs, d'Ille-et-Vilaine, qui est le nom de mon mari. Et moi, j'étais pas d'accord parce que j'étais déjà mariée depuis longtemps et puis que je me reconnaissais très bien dans ce nom breton. Et mon deuxième nom, en fait, était, tout le monde l'écorchait, Pochon, Pignon, etc. Et ça faisait un nom à rallonge un peu prétentieux. Mais le livre, je l'assume complètement. D'ailleurs, c'est devenu un classique, elle est toujours en vente. Oui, et il a été réédité plusieurs fois, et c'est la première fois qu'une femme parlait des marins bretons qui avaient été des chevaliers errants au XVe siècle. Des chevaliers des mers, c'est l'expansion maritime qui a été faite par beaucoup de Bretons pauvres et même d'une misère incroyable et d'un courage extraordinaire sur toutes les mers du monde. Au Brésil, on a été les premiers avec les Basques. Sur les rives de Terre-Neuve, en Inde évidemment, dans la Compagnie des Indes. Je suis née dans un port de la Compagnie des Indes, l'Orient. Et donc, ça m'a orientée. Voilà. Alors, vous évoquez Champlain. Il y a le lac Champlain sur lequel il naviguait. Et il est aujourd'hui, ce lac Champlain, l'un des 25 meilleurs endroits pour la pêche aux États-Unis et au Canada. Oui, excellent saumon, je suppose. Alors, il se trouve que on vous voit à la télévision pour la première fois comme romancière, et vous êtes à l'aise comme si vous aviez fait ça toute votre vie. Je m'en souviens pas du tout. Ça s'appelait La Voix au chapitre, et vous dites que le livre est en vente cette semaine à Paris et en Bretagne la semaine prochaine. Ah oui, écoutez, oui, je pense que c'était avec le mari de Jeanne Bourrin, André Bourrin. André Bourrin, qui est un remarquable critique littéraire. Oui, je l'ai jamais vu. Et oui, je pense que c'était mes années d'estrade en banlieue. Voilà, j'avais appris à communiquer sans communicant. Alors, il se trouve que 2 ans plus tôt, Bernard Pivot annonce une séquence tournée quand il reçoit un poète, et il annonce une jeune femme inconnue. Il lit votre nom sur une fiche car elle ne le connaît pas, et on vous découvre à Beaubourg avec un élève prénommé Patrick face à un poète Francis Ponge. Exactement. Et alors, ça avait fait scandale parce que mes 2 élèves, il y avait Patrick et puis il y avait Paul-Antoine, avaient déclaré que Francis Ponge, c'était quand même très 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 compliqué à comprendre. Et je me souviens, ils avaient parlé un poème avec
où une cheminée d'usine était assimilée à une jeune fille. Oui. Donc pour eux, une jeune fille de leur âge, une ado, c'était plutôt des rotondités ici et là, et puis des jolies bouches à embrasser avant de passer à autre chose. Et c'était pas du tout la cheminée. Ils n'avaient pas du tout perçu la métaphore érotico-péotique de Francis Ponge. Alors évidemment, sur le plateau d'Apostrophe, ces deux gamins, et j'avais expliqué que c'était très difficile d'expliquer du Francis Ponge en première déjà, et que c'était quand même des tours de force pour les professeurs. Et alors ces deux gamins et moi-même avions fait scandale devant des gens du milieu littéraire ultra pointus, vous voyez. Comment vous êtes retrouvée dans l'Apostrophe sans avoir écrit un livre et comme enseignante? J'en sais rien. Je sais pas. Je pense qu'un des deux élèves était peut-être le fils de Pierre Miquel, l'historien, et que c'était lui qui connaissait Pivot. Et il savait que j'étais très très bonne pédagogue, mais moi j'avais pas du tout attaqué Francis Ponge, qui est un grand poète. C'est mes élèves qui avaient balancé dans le poste. Bon, vous voyez, c'était un peu balance ton poste en 1976, vous voyez. Alors, et vous ne pensiez pas du tout à l'époque écrire des livres, des romans? Non, j'en écrivais pas d'ailleurs. Mais j'avais moi, je savais que j'étais une narrative quand même. Jeune adolescente, j'avais peur, comme tous les jeux qui veulent écrire, et moi je rédigeais des lettres à mes amis. Il se passait rien dans ma vie. J'étais bouclée à la maison comme toutes les filles de l'époque en Bretagne, surtout pendant les vacances dans un milieu pauvre. Les invités, les droits d'aller à la plage qui était à 7 km, c'était dispensé au compte-gouttes, et je m'embêtais abominablement pendant les vacances. Donc j'envoyais des lettres à mes amis comme ça. C'était un sorte de journal intime adressé vraiment sur du papier à lettres que je piquais à ma mère avec des timbres, etc. Et donc c'était sans doute ma pulsion narrative qui s'exprimait, mon désir d'écrire, vous voyez, parce que en plus j'avais écrit des petites nouvelles, mais elles avaient disparu. Il y avait une fratrie un peu jalouse déjà dans ma famille, et une mère pas très encourageante, dirons-nous aimablement. Donc c'était ma façon de me créer un univers à moi, et je m'étais inventé une maison comme ça où des gens m'attendaient et qui lisaient ce que j'écrivais. Donc je suppose que je rêvais d'écrire des livres sans me le dire. Voilà. Et le premier livre a tout changé finalement, ce premier livre sur... Quand les Bretons peuplaient les mers. Écoutez, moi j'ai perçu tout de suite que c'était très dur, le milieu littéraire. Oui. Et si vous voulez, j'étais très jeune quand est paru mon premier livre, et j'étais assez mimi. Donc, de ce milieu, j'ai surtout retenu des gars qui essayaient de me passer les fesses, quoi. Ouais. Et alors, donc moi, j'étais très réservée pour toutes sortes de raisons. Et donc, franchement, le milieu littéraire, c'était pas facile pour une jeune femme. Mais comme j'étais plutôt, comment vous dire, j'arrivais à me tenir d'une telle façon que j'ai jamais été violemment agressée d'une certaine façon. Je crois que je faisais la gueule. Pardonnez-moi, ça décourageait les mecs. Alors, il y a quelqu'un qui a quand même changé votre vie et votre carrière littéraire, c'est René Madec. Oui. Car le Nabab que vous avez écrit a été un immense succès. Et là aussi, vous n'attendiez pas ce succès, Irène Frein. Pas du tout. Alors, pour rebondir sur la première question, c'est en fait une éditrice d'origine bretonne, Nicole Lattès, qui avait repéré dans quand les Bretons peuplaient les mers, l'histoire de Madec, petit mousse breton, né à Quimper, qui va en âne comme petit mousse, et qui voit le triomphe de Duplex avec les éléphants, le somptuosité indienne, et qui dit « je vais faire comme lui », et puis qui réussit, et qui revient mourir une fois fortune faite à Quimper. C'est une boucle incroyable. Nicole Lattès lit ça, et ce qu'elle saisit de moi que je n'avais pas compris, c'est que j'étais vraiment narrative. Et elle me fait venir, je revois la scène, elle me dit « vous êtes faite pour écrire des romans ». Elle me pointe comme ça, et là, moi, je deviens
aussi rouge que le micro dans lequel je parle. Et elle ajoute un roman sur Madec. Et je deviens encore plus rouge que le micro. Et c'est possible. En Bretagne, on appelle ça rouge comme un homard. C'est-à-dire, quelle était ma rougeur? Je me sentais mise à nu, démasquée. Et je lui réponds, comme je suis polie, très polie, à l'époque, pour moi, une édictrice, c'était comme une proviseuse. Ouais. Je réponds, oui, madame. Elle me répond, je vais vous faire un contrat. Elle me dit, je lui dis, oui, madame, je vous remercie. Et je me vois aller, vous savez, dans un café, à l'époque, il n'y avait pas de portable, on allait près des toilettes qui sentaient pas bon, sur un taxiphone, ça s'appelait, on mettait des pièces, j'appelle mon mari, j'ai difficilement, je raconte l'histoire. Il me dit, mais attends, tu connais rien à l'Inde? Et puis t'as pas le contrat. Je lui dis, je te jure, j'aurai le contrat. Et avec les sous, je prendrai un billet de charter. Enfin, c'était low cost, à l'époque, pour aller en Inde. Ce que j'ai fait. Et là, l'Inde, je me la suis emplafonnée dans la figure. Mais vraiment comme ça. L'Inde vous ramène à ce que vous êtes vraiment. Et quand je suis revenue de ce grand périple que j'avais fait sur les traces de Madec, dont j'avais retrouvé les mémoires écrits à la main à la Bibliothèque nationale, pour ça que ça sert d'être universitaire aussi, j'étais plus universitaire. J'étais redevenue ce que j'étais gamine, c'est-à-dire quelqu'un qui aime raconter, ce qui est le propre des romanciers. Et vous n'imaginiez pas que ce livre serait un best-seller? Non, pas du tout. Du tout, ça m'a complètement dépassé. Et alors, ce qui m'a plus dépassé que le reste, c'était que ça suscite tant de jalousie dans le milieu littéraire. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai très mal vécu, pour tout vous dire, parce que j'ai vu... et ça a tout compliqué, tous les rapports familiaux autour de moi, pas dans la famille que j'avais fondée, avec ma fille et mon mari, et pas non plus avec certains amis. Et là, il y a eu des gens qui ont dit que je n'écrivais pas mes livres, même que j'avais tourné dans des films porno soft pour payer mes nègres. Vous voyez le vocabulaire, ça a été écrit dans la presse. Ouais. Il y en a un dans Paris, je dis pas son nom, mais je ne dirai que quand il sera plus de ce monde, mais je pense qu'il pourrait avoir peur de cette histoire, parce qu'il y en a des traces. Par rapport aux femmes, si vous voulez, là, quand même, le mépris des femmes et le non-respect des écrivains, femmes. Et donc là, je me suis dit, je vais leur prouver. Et voilà. Et voilà, ils vont bien voir. Et c'est comme ça que j'ai accepté une proposition de faire du journalisme à Paris Match. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de nègre, c'était pas possible. Évidemment. Non, on est bien d'accord. Donc, il y a une autre date importante pour vous qu'on va évoquer maintenant, et une date dans votre carrière importante, le 3 décembre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Irène Frein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Irène Frein. Son nouveau livre, Écrire est un roman aux éditions du Seuil, on en parlera tout à l'heure. Mais on parle de roman justement, puisque Le Nabab a été votre premier succès. Vous êtes devenue romancière, ce que vous n'imaginiez pas. Et le 3 décembre 2020, je dirais que c'est une journée entre joie et peine. Parce que vous avez l'interallié, mais c'est pas pour un livre de joie. Alors, j'avais écrit ce livre, Un crime sans importance, parce que ma sœur a été sauvagement assassinée un jour de septembre 2018, et qu'ensuite, ni ma famille, ni la justice, ni la police ne m'ont tenu au courant. Sa mort avait été de façon complètement étrange, que je trouve toujours très étrange, classée mort naturelle. Quand on connaissait l'arme du crime, c'était quand même impossible, qui était quand même d'une sauvagerie, je veux pas le dire à l'antenne, d'une sauvagerie inouïe, et on va dire un instrument très 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 contondant. Et donc au bout de 14 mois, j'en ai eu assez de ce triple silence, pas de juge d'instruction évidemment, et donc dans les 5 minutes, comme ça, j'avais changé d'avocat et appelé un éditeur pour proposer le sujet de cette mort sans importance d'une vieille femme de 79 ans, un matin, et qui était la 13e quand même d'une série de 18 agressions ultra-violentes. À ma connaissance, c'était la seule qui soit morte si près après les faits, mais j'ai beaucoup de doutes sur le sort des autres personnes âgées.
C'était un serial agresseur, toujours dans un impasse, toujours le matin, et dans un rayon de 600 mètres dans une ville de banlieue, où l'on retrouve la banlieue, d'une banlieue calme en apparence. Donc il n'était pas fait pour les prix. C'était une bouteille à la mer, c'était un cri pour demander la justice, de briser le silence. Moi, j'étais devenue une serpillière. Je ne dormais plus. J'ai quand même, j'étais dans un très très mauvais état de santé à l'époque. C'était très très difficile pour moi. Et donc le jour où j'ai l'interallié, je me suis dit, mais c'est génial, parce que si Denise, qui m'a été mon mentor quand j'étais enfant avec les livres dont j'ai parlé, l'Institutrice, le professeur, le modèle à suivre, elle qui introduisait les Pléiades dans la maison, mais surtout les livres de poche, etc. Mon modèle, ma marraine, si elle nous voit de là-haut, elle doit être contente. Alors vous savez, j'ai eu une réaction extrêmement étrange. J'ai dit, c'est génial, parce que ça fait encore bouger la justice. Au moins, il va se passer des trucs. Alors, j'ai fait comme si j'avais 4 ans, mais je vous assure que c'était vrai, une réaction enfantine. J'ai sauté de joie sur le lut conjugal, comme c'était un trampoline, et j'ai dit, c'est génial sur Denise. Denise, si tu nous entends, tu vas voir, on va te rendre justice. Donc c'était, j'irais pas entre les larmes et la joie. C'était peut-être la joie qu'on a quand justement la justice reconnaît. Elle reconnaît que c'est son boulot de rendre justice. Et ça a eu des suites, ce prix interallié ? Ben oui, c'est qu'un juge d'instruction, il y en a toujours un, le dossier est toujours ouvert, et de toute façon, s'il y avait la moindre velléité de le refermer, il y aura un autre livre, messieurs de là-haut, je ne me laisserai pas faire, je prends toujours des notes sur ce qui se passe. Pour l'instant, l'ADN n'a pas matché, mais comme ce type, à mon avis, va recommencer, eh bien, un jour, ça matchera. Pardon, c'est presque un titre de roman policier, mais dans une série noire. Mais moi, ma mémoire est toujours ouverte et je ne lâcherai pas. Je ne laisserai jamais refermer ce dossier. On ira le faire au colcaise à Nanterre. Si on le referme, je ne laisserai pas et justice sera rendue à ma sœur. Alors il se trouve aussi que le prix interallié, il faut savoir, parce que peu de gens savent qu'en fait ce prix interallié est né le 3 décembre 1930 au cours d'un déjeuner de journalistes au Cercle Interallié. Ils attendent les résultats du Fémina et ils créent ce prix qui est décerné à un roman écrit par un journaliste. Et le premier lauréat en 1930, je ne sais pas si vous le savez, Irène Frein, ça a été pour un livre La Voix royale, écrit par André Malraux. Oui, c'est fabuleux. Mais le palmarès de l'interallié est inouï. Et il y a peu de femmes. Donc j'étais aussi extrêmement honorée que ce jury, présidé par Philippe Tesson, ait bien voulu m'honorer. Il y a une autre femme qui a compté dans votre vie parce que vous l'avez étudiée, et ça c'est votre côté passion du féminisme et du vrai féminisme, c'est Simone de Beauvoir. Oui. Oui, parce que beaucoup de documents sur Simone de Beauvoir sont occultés, et notamment ceux sur sa passion avec Nelson Algren. Et moi, j'ai eu envie d'aller voir aux États-Unis vraiment comment ça s'était passé. Et je crois que c'est une fantastique passion entre ces deux êtres, mais qui a été occultée au profit de l'idéologie, parce qu'il fallait mettre en avant le couple de Sartre-Beauvoir. Qui était un couple intellectuel. Intellectuel, fini depuis très longtemps, puis avant-guerre. Et avec Nelson Algren, c'était aussi une passion intellectuelle, parce que comme Simone de Beauvoir lui a dit qu'elle voulait écrire un livre sur les femmes, quand elle est arrivée là-bas aux États-Unis, elle le rencontre à Chicago en 1947, ils sont pas encore amants, il lui dit, écoutez, si vous voulez écrire un livre sur les femmes, commencez par vous intéresser à la condition des Noirs. Et il avait raison. Et il lui a mis un livre très important sur la condition des Noirs américains. Et donc,
ils ont comme ça échangé beaucoup. Et Nelson Algren était un homme qui avait était un travailleur social. Et notamment, il avait beaucoup aidé les prostituées et les drogués. Et il lui a montré la réalité des prostituées et des drogués, hors fantasme. Il l'a emmené dans les quartiers les plus durs de Chicago, où il y avait déjà des drogues dures qui étaient et des trafics énormes, notamment pour tous les soldats qui avaient fait la guerre en Europe et qui étaient revenus et qui avaient découvert les camps de concentration et qui étaient revenus absolument terrifiés, quoi, des jeunes GI qui étaient comme ça, pas sortis de leur cambrousse, comme qui un peu naïfs et qui avaient découvert l'horreur des camps. Et il lui a fait découvrir des tas de choses. Et ce qui a été occulté, c'est qu'il y a eu union intellectuelle comme avec ça, mais aussi union sexuelle. Et il lui a fait découvrir le plaisir à 40 ans. Bon, c'est jamais trop tard. Hein. Bon, et on a un document qui est conservé là-bas, que j'ai vu. C'est un journal de leur passion que j'ai retrouvé. Et il est de très mauvais ton de faire état à Paris, dans certains milieux, de l'existence de ce carnet. Un jour, on a dit que j'avais inventé. J'ai dit, écoutez, venez chez moi. J'étais en train de tourner ma soupe, vous voyez, un soir, genre 20h, vous voyez, popote. On me dit ça au téléphone. Je dis, mais venez tout de suite, je l'ai scanné. Je vous en ferai une impression et je le découperai et je vous en ferai un facsimilé avec la même ficelle, si vous voulez. Évidemment, la personne n'a pas insisté. Elle savait qu'il existait. Mais elle était bienveillante d'ailleurs, cette personne qui travaillait pour une radio concurrente de la vôtre. Mais c'est dire, on a vraiment voulu faire de Simone de Beauvoir ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire une sorte de Valkyrie. C'est une femme. Alors, justement, le deuxième sexe qui est né finalement de cette rencontre. Oui, absolument. Et, cet auteur américain, Nelson Algren, et il a été traduit, son livre le plus célèbre, L'homme au bras d'or, a été traduit en France par quelqu'un qui l'a découvert, qui est Boris Vian. Oui, absolument. Voilà. Il a connu Boris Vian, qu'il adorait, et le personnage central du film tiré de L'homme au bras d'or est incarné par Frank Sinatra. C'était un très grand poète, Nelson Algren, et un homme très perspicace, et il a compris certaines impostures de ce milieu germano-latin, mais aussi les personnages les plus inouïs dont Vian, il les a tous connus. Il les a beaucoup aimé d'ailleurs. Alors parmi les récompenses, il y a eu ce prix Interallié, Rien de Femme, il y a aussi des décorations et vous avez été directement officier du mérite, vous êtes devenu commandeur et il y a aussi un moment où il y a eu un discours pour une décoration avec des chants bretons comme ceux qui vous ont marqué depuis l'enfance. À mon beau château, lire. Vous connaissez ces chants-là? Oui. Est-ce que c'est des chants bretons où vous chantiez? Oui, alors on chantait, en fait, c'est Jean-Yves Le Drian qui m'a remis les insignes de commandeur. Et on a chanté Trimartolo Diawang, le grand succès d'Alan Stivell, qui est un ami très très cher. Et puis on a chanté des chansons spécifiquement de Lorient qui sont légèrement grivoises. Voilà. Mais il se trouve que dans le car, quand vous étiez, je crois, vous partiez avec les enfants, vous chantiez des chants bretons déjà. Oui, on chantait toutes sortes de choses, oui. Et oui. Parce que effectivement, et on voit des images avec vous en chantant avec des enfants dans un reportage. Oui. Où vous rappelez tout ça. Mais c'est-à-dire que ce qui est étonnant avec vous, c'est que aussi bien les chants bretons que le nabab, vous avez toujours fait des choses nouvelles. Vous avez fait des livres sur Gandhi parce qu'il vous a fasciné, mais vous avez fait aussi d'autres livres et des livres qui ont marqué le public parce qu'à chaque fois, c'est un personnage différent que vous racontez. Vous savez, Jacques. Je me suis tellement ennuyée, petite, enfermée, bouclée dans cette maison, avec cette mère qui ne m'aimait pas, et donc qui m'interdisait des tas de choses. J'étais brimée. Mon horizon, c'était les livres, et j'ai décidé un jour de ne jamais m'ennuyer. Les livres étaient ceux qui me délivraient de l'ennui, et
plus tard, quand je suis devenue romancière, et jusqu'à maintenant, depuis une quarantaine d'années que j'écris, chaque livre, je remets mes plaques comme sur un casino, en disant bon, on joue, ça marchera ou ça marchera pas, mais on joue, mais moi je vais pas m'ennuyer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une variété de livres assez importante. Mais en même temps, il y a ma singularité, mon écriture, et ce qui fait que je suis très fière de cet attachement des lecteurs depuis 40 ans. Et ce sont les lecteurs qui sont justement à l'origine de ce livre qu'on va évoquer dans quelques instants, avec la date du 6 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Irène Frein. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Irène Frein. On a parlé de votre parcours et de vos livres très différents. Vous dites que les lecteurs vous sont fidèles. La preuve, ils sont présents dans ce nouveau livre qui est sorti le 6 octobre 2023. Écrire est un roman au Seuil. Alors là, c'est vraiment presque, c'est pas un courrier des lecteurs, mais c'est parti d'une idée de courrier des lecteurs. Oui, c'est-à-dire que dans les rencontres qui ont lieu dans les librairies, ou bien dans les salons du livre, ou bien dans le courrier qu'on m'adresse, reviennent beaucoup d'expressions du désir d'écrire. Et c'est toujours la même chose. Je voudrais écrire, mais j'ai peur d'écrire. Et une plainte également, je n'ai pas d'imagination. Et il se trouve que Le Figaro m'avait proposé des ateliers d'écriture que j'ai fait pendant 4 ans, et c'était également la même chose. Au départ, ces ateliers d'écriture, je voulais pas les faire, et puis finalement, le responsable Mohamed Aïssaoui m'a dit « Considère-toi comme un passeur ». Alors passeur, c'était le mot magique, parce que passeur, c'est ce que j'avais été toute ma vie, ce que j'avais eu toujours sous les yeux avec mon père, qui était enseignant pour les adultes. Donc j'y suis allée, mais en me disant, oui, j'avais peur moi de louper, de rater. Et en fait, j'ai eu une idée, c'est de proposer une photo dont moi-même je ne savais pas grand-chose, qui m'avait été une photo qui m'avait fait flasher et donner naissance à mon livre, mon roman Secret de famille. Et un roman qui avait beaucoup de succès. Et qui a été adapté à la télévision. Oui. C'est même le seul roman qui a été adapté à la télévision. Absolument. Avec Véronique Jeunesse. Oui. Et donc, Et je leur dis, écoutez, vous avez 25 minutes, vous n'avez pas le droit de décrire cette maison, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cette maison, quelle est l'ombre qui s'avance sur la pelouse enneigée devant la maison, et qu'est-ce qui va sans doute se passer. Vous pouvez donner un nom à la personne, vous pouvez donner un nom au lieu, mais vous ne pouvez pas le décrire. Il faut que on rentre directement dans quelque chose qui commence, comme un début d'action. 25 minutes. Oh là, on n'a pas d'imagination, comment on va faire, C'est juste une ombre avec un chapeau qu'on voyait devant cette maison bourgeoise. Après, le jeu dans les ateliers d'écriture, c'est que chacun lit ce qu'il a écrit. Une première personne se lance, lit, une deuxième, une troisième, et à la quatrième, tout le monde éclate de rire parce qu'ils avaient déjà compris. Chacun avait investi la maison et le personnage et l'action de son propre imaginaire. C'est-à-dire que c'était plus... j'avais donné une photo de maison, mais c'est plus une maison qu'il y avait dans cette salle. Dans cette salle, il y avait 14 participants, 14 maisons. Et ils ont compris qu'en effet, ils avaient de l'imagination. Et ça, c'est le point de départ de votre livre, parce que ce que vous avez démontré dans les ateliers d'écriture, vous voulez le montrer à d'autres qui sont vos lecteurs. Oui, c'est-à-dire que mon but... c'est pas de donner des trucs techniques, des ficelles. Il y en a pas, de toute façon. Il y en a pas. Et on en vend sur Internet, ce qui est une arnaque. Absolument, n'allez pas sur Internet. Il n'y a pas de règles. Il y a des techniques, mais on peut les apprendre en atelier d'écriture. Mais il faut dégager le désir d'écrire de la peur d'écrire. Alors le grand principe, c'est que tout le monde a peur. C'est que tous ces écrivains, y compris moi, quand nous allons à la télévision,
nous sommes comme ça, très bons, très sûrs de nous, etc. Mais on nous interroge sur nos livres, mais on a accouché dans la douleur. Et si nos conjoints pouvaient parler, ils diraient, mais attends, oui, c'est pas comme ça à la maison, hein. On a des affres, et puis en même temps, on a des grands moments de plaisir. Et la peur existe, mais il y a des moyens de l'apprivoiser et d'en faire quelque chose, de renverser la peau du gant. Donc ce livre est une mise en confiance et pas à pas, on va rentrer dans ce qu'est l'écriture à travers des bouts de récits, des exemples de grands écrivains qui ont erré, que les plus grands, hein, Defoe, Tolstoï et Proust. Mais Defoe, qui a fait Robinson Crusoe, n'osait même pas dire qu'il était romancier. Oui. Mais pas du tout. Il disait non, mais c'est un vrai gars, hein, qui s'appelle Robinson Crusoe qui a écrit ça. Moi, je fais que d'écrire sous sa dictée. Et puis, de toute façon, les romanciers, c'est des sales piliers de bistrot qui pratiquent pas les règles du christianisme. Et c'est des menteurs abjects. Il faut les chasser de la société. Ouais, vous imaginez un peu, à l'époque, jusqu'au 19e siècle, le romancier était un menteur. Et on disait, ouais, c'est juste bon pour des femmes de lire des romans. Et en fait, les hommes les lisaient en cachette. Donc vous racontez justement comment le roman est devenu justement en haut de l'affiche et qu'on peut enfin en parler. Et vous citez un livre que vous avez aimé, que vous avez lu et relu, Irène Frein, c'est Alice au Pays des Merveilles. Oui, je le relis régulièrement, et comme Alice de l'autre côté du miroir, les deux, parce que dans ces contes qui sont apparemment des contes merveilleux, Lewis Carroll dit des choses très profondes sur la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit un roman, eh bien, il faut se mettre dans la peau des enfants que nous étions. On disait, on va jouer. C'est pour de rire, c'est pour de faux. C'est juste pour rigoler. Et on se mettait ensemble, vous vous souvenez, dans nos petites courettes ou dans notre chambre où on jouait, à inventer des univers. Et on y croyait. Et on menait la mécanique tellement loin qu'on était dedans, quoi. Donc c'était déjà le travail du romancier. Mais c'est le travail du romancier. Il suffit de retrouver l'état d'enfant. Ne lisez pas des théories. Ça va être du jargon. Essayez de retrouver le chemin de cette créativité naturelle que vous aviez enfant. Et j'ai écrit ce livre pour ça, pour amener en douceur, sans que le lecteur s'en aperçoive, à ce que le lecteur retrouve sa créativité naturelle et que ça éveille des chambres d'écho en lui, qui se dit « Ah oui, c'est ça », et qui retrouve son désir d'écrire et qui se dit « Je vais y aller ». Je ne lui dis pas non plus, ça va être fastoche, parce que ça, comme quand j'étais prof, c'est de la démagogie. Je leur dis, tout le monde a peur. Annie Ernaux, elle a eu peur pendant 20 ans. On a le journal de son livre le plus célèbre, Les Années. On voit elle a failli l'abandonner, etc., etc. Mais à chaque fois, on a la trouille. Et c'est normal, parce que les écrits restent. Hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis, autre chose. On a peur de se dévoiler. Écoutez, vous vous dévoilerez. Mais sachez que vos lecteurs sont bienveillants. Ils sont plus curieux de savoir ce que vous êtes que de dire « gna gna gna, il est comme ci, il est comme ça ». Mais non, un type ou une nana qui lit un livre, il a envie de partager votre univers, il a envie de vous comprendre, et il se dit à travers l'autre qui a écrit, je vais peut-être comprendre mieux le monde où je suis moi-même et où je me sens perdu. En fait, on cherche une clé au réel, et on trouve avec les livres, on arrive à dévoiler au-delà de soi-même des vérités cachées, qui sont très souvent des vérités simples et qui font avancer les choses. Oui, alors justement, Lewis Carroll dont vous parliez a été un détonateur pour vous, mais pour lui aussi, parce qu'il a eu l'idée d'écrire ce livre quand il promenait sa fille de 10 ans sur la Tamise, et ça a été le déclic pour lui, et il souffrait d'un bégaiement, et en écrivant et en lisant, il a perdu ce bégaiement. Oui, parce qu'il a pris confiance. Voilà. Alors, vous avez pris confiance aussi, parce que finalement, à 12 ans, vous racontiez des histoires dans votre lit, enfant. L'enfant dont vous parlez était déjà écrivain. Oui, il était déjà là, mais on s'est tous écrit des histoires enfants.
Et c'est ça qu'il faut retrouver. Oui, parce que je trouvais que le monde était vraiment très moche, quoi. Alors je me disais, avec mon imaginaire, oui, avec l'écriture, j'ai le pouvoir de le faire à ma façon, en tout cas. Je ne sais pas s'il est plus beau, il est à ma façon. Et en fait, je crois que si j'ai tant de lecteurs, c'est que c'est pas la littérature vous voyez, comme on voit trop maintenant, de littérature feel good, vous voyez, Oui. un petit peu eau de rose et contemporain, là. C'est de la littérature de la diversion. C'est comme si on avale l'Alexomil. Un bon livre dévoile du sens et on va rester peut-être éveillé à se poser des questions sur le livre. Après, on va en parler aux autres, mais on aura compris quelque chose de plus sur soi. Mais la question, c'est que l'écrivain, quand il le fait, ne sait pas qu'il le fait. Oui, mais il y a une chose très importante que vous évoquez aussi dans votre livre, Irène Frein, et qui est capitale quand on écrit, c'est la simplicité de l'écriture. Et pour ça, vous avez un modèle. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes, Les feuilles chanson mortes se d'Yves ramassent Montand, à la pelle, qui était en fait dans un film qui s'appelait Les Portes de la Nuit. Oui, absolument. Qui est devenu Les Portes de l'ennui tellement il a peu marché. Et pendant 4 ans, il a mis cette chanson à son répertoire. Personne n'en voulait et c'est devenu un classique. Et c'est devenu un classique. Alors, cela dit, une littérature complexe, j'aime aussi. Proust, c'est d'une grande complexité, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des millions de lecteurs. Oui, mais Prévert, ce sont des mots simples. Prévert, oui, tout peut coexister dans la littérature. Je crois que quand quelqu'un commence en dehors de Proust ou d'autres, qui sont vraiment des génies, hein, il faut s'incliner. Quand on commence à écrire en s'emberlificotant et en se prenant au sérieux et en se regardant écrire, voilà, se regarder écrire, c'est le pire. À ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux faire autre chose, aller cultiver son jardin, parce qu'on devient barbant. Alors, vous évoquez aussi un sujet, parce que les lecteurs vous ont posé des questions, un sujet qui vraiment est capital, c'est les fiches personnages. Parce que on vous dit, mais est-ce que pour faire vos romans, vous faites des fiches personnages, Irène Frein ? Non, mais surtout pas celles qu'on vend pour 19,50 € sur Internet. Voilà. Alors, parce que là, c'est dans le genre questionnaire d'entrée dans les ex-républiques soviétiques du temps du KGB. On demande, vous devez renseigner la couleur des yeux, la fratrie, la place dans la fratrie, que sais-je encore, les vêtements, marque préférée du personnage. Je savais pas que ça existait. Il paraît que c'est très important pour écrire des feel good. Première nouvelle. Bon, est-ce que tu t'habilles en Chine ou tu t'habilles en Prada? Moi, à ça, je dis, bon, c'est pas ça. Un personnage, c'est une émanation de l'écrivain qui lui échappe. Hein, c'est une facette de lui-même. Mais s'il pense trop à son personnage et qu'il met ça en fiche, je crois que ce qui fait la magie de l'écriture va se perdre en autre boudin. C'est-à-dire que tous vos livres ont été des moments de bonheur et vous avez l'intention de continuer comme ça. Ça n'a pas toujours été des moments de bonheur, mais ça a été des moments d'accomplissement. Évidemment, Un crime sans importance n'était pas un moment de bonheur. Mais en tout cas, j'ai constaté que le livre ne pouvait pas être écrit autrement. Et en fait, je me sens bien en ce moment parce que je me sens exact avec moi-même et avec le public. Vous savez, c'est quand vous portez, vous sentez que vous êtes dans un vêtement qui vous va bien. Hein, c'est pas un vêtement d'emprunt, c'est pas un vêtement, c'est pas un vêtement c'est un vêtement sur mesure que vous vous êtes fait vous-même. Et en tout cas, il vous va. Alors, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est tellement bien de se sentir dans un vêtement où on se sent bien. Eh bien, les livres que j'écris sont des livres où je me sens bien. Exact. Et c'est à prendre ou à laisser. Voilà, écoutez, c'est plutôt apprendre. En tout cas, écrire est un roman et on apprend justement beaucoup de choses. Pas des secrets, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire et surtout comment rester un enfant, ce que vous serez toute votre vie, je crois. J'ai l'impression, oui, j'aurai toujours 4 ans. Mais peut-être que c'est ça, vieillir sereinement. Oui, il faut vieillir ou ne pas vieillir ou rester jeune et 2 ou 3 fois plus tôt qu'une.
avec la vitamine de la curiosité. Exactement. Donc, écrire est un roman, c'est les éditions du Seuil, en attendant les prochains livres, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en a déjà un autre en gestation. Eh ben, vous reviendrez dans les clés d'une vie. Merci. Merci à Irène vous. Frein. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.